La Horde. Ce seul nom fait écho à 1000 batailles, aux échos du fer qui s'entrechoque et du sang versé à outrance. Si l'Alliance fit office de bouclier face à l'adversité, la Horde fut à bien des reprises une arme acérée entre des mains brutales. L'Alliance naquit pour défendre Azeroth, tant le royaume que le monde d'ailleurs, tandis que la Horde poussa ses premiers cris de guerre pour la conquérir, la corrompre, la détruire. Pourtant, contrairement à ce que pensent nombre de mes confrères à Hurlevent, cette Horde n'est pas qu'une cohorte hostile, brutale et sanguinaire. Car si elle fut bel et bien à la source d'innombrables abominations, elle fut tout autant capable de noblesse, d'honneur et de grandeur d'âme. Alors, plutôt que de parler de la Horde, nous allons nous atteler à décrire les Hordes. La Horde de Main Noire, de Marteau du Destin, de Thrall, de Garrosh, et d'autres encore. Si la Horde n'est autre qu'une arme redoutable, ce qui importe est davantage qui la tient entre ses mains. Préparez votre cri de guerre, brandissez la bannière de sang, et partons explorer l'histoire de la Horde par ses cartes. La Horde est désormais composée de bien des peuples, de bien des races, d'Orgrimmar à Keltalas, des Pythons du Tonnerre à Lordaeron. Elle entremêle nombre de récits, d'histoires et d'origines. Mais à vrai dire, impossible de parler de la Horde sans évoquer une race en particulier. Des colosses brutaux et sauvages, venus de l'autre côté de la ténèbre de l'au-delà, d'un autre monde connu sous le nom de Draenor. En Azeroth, les orques sont des êtres immenses, des guerriers redoutables et redoutés. Lors de la première guerre, on dit parfois qu'il fallait 5 hommes pour abattre un seul de ces géants. Toutefois, dans leur monde, la chose est quelque peu différente. Draenor est une terre brutale et hostile, à la mesure de ses habitants. La lignée des briseurs règne par la force brute. Ces géants sculptés dans la pierre-mère ont imposé leur domination pendant des millénaires. Face aux Grognes, aux Ogrons et aux Ogres, les orques apparaissent comme de chétives créatures. Pourtant, les orques, faibles et fragiles en leur monde natal, avaient pour eux un atout de choix. S'ils ne pouvaient gagner par la force, ils remporteraient la victoire par le nombre et l'unité. Ils se rassemblèrent au sein de clans soudés, et c'est ainsi qu'ils se rendirent les maîtres de Draenor. Ces clans, nous les connaissons bien pour la plupart. Chacun d'entre eux avait sa particularité, une culture propre, des rites, des usages, et probablement un dialecte qui les distinguait les uns des autres. Tout d'abord, le clan Roche-Noire était, de tout temps, le plus puissant de tous. Il était de loin le plus nombreux. Ses guerriers étaient redoutés, tandis que ses artisans fabriquaient les meilleures armes de la race des orques. À l'autre bout du continent, le clan Ombrelune avait pour lui un tout autre pouvoir, celui de la foi. Les chamans Ombrelune guidaient la spiritualité de toute leur race. Au-dessus des rivalités et des conflits, ils faisaient office d'arbitres indiscutables. Bien sûr, il existait des clans réputés pour la bravoure et la férocité de ses guerriers. À l'ouest, dans les vallées verdoyantes de Nagrand, le clan Chanteguerre faisait trembler ses rivaux. Ses chevaucheurs de loups taillaient en pièces les légions ogres et les cohortes orques ennemies. Les maîtres lames du clan de la Lame Ardente étaient plus dangereux encore. Sur les champs de bataille, ils entraient dans une frénésie meurtrière qui semait l'effroi même dans les cœurs des orques les plus féroces. Les guerriers de la main brisée étaient, eux aussi, réputés pour leur gloire au combat. Anciens gladiateurs libérés de leurs maîtres ogres, leur prouesse martiale ne laissait personne indifférent. Les guerres étaient plus que fréquentes entre les clans, mais il ne faudrait point imaginer ces orques de l'ancien temps comme une race qui ne trouve sens que dans de sanglants affrontements. Les clans du Nord-Ouest n'étaient pas tant réputés pour la force de leurs combattants que pour le lien qu'ils entretenaient avec le monde sauvage de Draenor. Les orques du clan Gueule de Dragon avaient réussi l'exploit de domestiquer et de chevaucher les majestueux Rilak, créatures volantes qui dominaient les cieux de Draenor. Les loups de givre étaient de fins chasseurs doublés de chamans talentueux. Confinés dans les steppes glacées de Givre-Feu, ils n'avaient dû leur survie qu'aux liens étroits entretenus avec les esprits élémentaires. Dans cette région sauvage et hostile, même à la mesure de Draenor, ils n'avaient pas le monopole des maîtres chasseurs. Les clans Tire-Tonnerre et Griffes Blanches rivalisaient par la capacité de leurs orques à capturer des proies aussi colossales que dangereuses. D'autres clans, plus à l'est, étaient réputés pour leur sauvagerie qui, souvent, inspirait le dégoût à leurs confrères. Les crânes ricanants, mâches les os et orbites sanglantes étaient de ceux-là. Des orques sauvages taillés par une terre sauvage. Les jungles brumeuses et moites de Tanaan étaient infestées de banadises de créatures monstrueuses. Tous ces clans n'étaient que les plus grands et les plus influents de Draenor. Il en existait bien d'autres dont les noms se sont peu à peu perdus avec le déclin de leur monde. Les lames de foudre, les vents de lame ou les marches rouges étaient de bien moindre ampleur et ne devaient leur survie qu'à la protection de leurs puissants voisins. Lorsque la Horde unit les clans, ces avortons se fondirent dans les flots inflexibles de l'armée des orques. Il est bon de noter que les nations orques partageaient un mode de vie nomade. Les frontières intangibles des royaumes humains n'avaient aucun sens en Draenor. Les limites claniques étaient floues et pouvaient se mouvoir au passage d'un troupeau de proies, des facéties du climat ou des arrangements éphémères. En outre, les orques n'étaient pas les seuls dépositaires de ce monde et devaient partager leurs terres avec les ogres et les Arakoa, bien que ce partage aboutissait fort souvent sur le champ de bataille. 400 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, Draenor n'était pas encore sous la coupe des orques. Le puissant empire gorien, nation des ogres, imposait sa tyrannie sur l'essentiel du continent. Les ogres habitaient en de nombreuses cités, et les orques erraient alors dans les prairies et les bois,
Les deux races cohabitaient dans une paix toute relative. Mais les ogres se croyaient les seuls maîtres de ce monde, et dans leur quête de puissance, n'hésitèrent pas à fouler le sanctuaire le plus saint de la race orque, le trône des éléments. Leurs expériences nourrirent la colère des divinités élémentaires, au point que celles-ci déchaînèrent leur furie aveugle sur ce monde. Un chaman du nom de Nelgarm, le plus âgé du clan Ombrelune, prit sur lui d'unir tous les clans orques contre la menace gorienne. Pour la première fois, une horde s'assembla en Draenor et déferla sur l'empire des ogres. Les légions de Goria étaient toutes puissantes et en remportèrent nombre de victoires. Mais la horde, elle, était insaisissable. Les guerriers orques profitèrent de leur mobilité propre au peuple nomade pour contourner les armées goriennes et mirent à sac les avant-postes et les voies d'approvisionnement ogres. Avec l'aide des éléments, la capitale impériale, Goria, fut anéantie. Leur civilisation brisée, les ogres tombèrent dans une longue déchéance tandis que les orques prenaient possession du monde de Draenor. Les seigneurs élémentaires retrouvèrent leur calme et savaient trouver en les clans orques de respectables alliés. La horde ne dura pas plus longtemps, mais cette première victoire restait dans les mémoires pour les 4 siècles à venir. Ces 4 siècles s'écoulèrent. Pendant ce temps, un autre peuple avait pris racine en Draenor, les Draenei. Ces exilés fuyaient une menace démoniaque qui les avait pourchassés à travers le cosmos. Sur ce monde sauvage, ils s'établirent au sein de petits sanctuaires reculés. Ils édifièrent quelques cités-temples, à l'instar de Karabor ou de Shatrat, mais n'entreprenaient rien qui puisse agiter les peuples autochtones. Ainsi, à l'inverse des ogres, ils respectaient les traditions et usages des orques et ne revendiquaient en rien les terres avoisinant à leur sanctuaire. Pendant 2 siècles, les Draenei et les orques cohabitèrent en paix. Mais alors que les Draenei se croyaient enfin à l'abri de la menace, la légion démoniaque retrouva leurs traces. Plutôt que de submerger ce monde sous des cohortes de démons, le seigneur Kil'jaeden trouva plus amusant de se jouer des races locales pour briser le peuple Draenei. Le démon s'infiltra dans l'esprit de l'un des orques les plus influents, le grand chaman Ner'zhul, chef du clan Ombrelune, chef spirituel de la race des orques. Kil'jaeden trompa le vieil orc en se faisant passer pour son épouse défunte, et le convainquit de la menace que représenteraient les paisibles Draenei. Convaincu, le chaman rassembla les clans et les mit en marche contre ses ennemis désignés. Ce fut un massacre. Pris au dépourvu, les Draenei ne purent résister et leurs sanctuaires tombèrent les uns après les autres. Les 2 cités de Karabor et de Shatrat subirent un siège sans pitié. Les populations y furent massacrées, et les survivants étaient encore moins chanceux, condamnés à servir de réservoir d'âmes aux sorciers du Conseil des Ombres. Une fois encore, l'union des clans orques avait mené à la victoire. Impressionné, le démon décida de faire de ses brutaux guerriers une arme au service de la Légion Ardente, l'ost démoniaque. Ner'zhul avait peut-être été aveuglé, mais dans la sagesse de son âge, il avait décelé la tromperie, trop tard pour sauver son peuple. Kil'jaeden désigna son apprenti, un orque perfide et ambitieux du nom de Gul'dan, pour succéder à son maître. Pour renforcer ses orques, et surtout pour les enchaîner à la Légion Ardente, il leur offrit le sang du démon Manoroth. Une fois abreuvés de ce cadeau, les orques se changèrent en monstruosités vertes de peau, aux muscles saillants et l'esprit enflammé d'une soif infinie de violence. Pour diriger les cohortes de guerriers, Gul'dan rassembla un cercle secret du nom de Conseil des Ombres. Constitué de sorciers à l'esprit perverti, il régirait désormais le destin de toute leur race. Et puisque de vieux sorciers flétris ne pouvaient se prétendre chefs aux yeux des orques brutaux, Gul'dan choisit une marionnette pour les diriger. Main Noire, le chef du puissant clan Roche Noire. L'arme était prête et affûtée. Le temps était venu de la tourner vers un adversaire. Et justement, au-delà de la ténèbre de l'au-delà, il existait un monde que la Légion Ardente convoitait plus que tout autre. Azeroth. Avec l'aide d'un sorcier humain tout autant corrompu que lui, Gul'dan ouvrit une brèche entre les 2 mondes, la porte des ténèbres. Par cette ouverture, les légions orques déferlèrent en Azeroth. Tous les clans ne débarquèrent pas. Certains, jugés trop imprévisibles, tels que les Mâches les Os, trop déloyaux, tels que les Crânes Ricanants, ou trop faibles, comme les Ombrelunes, ou tout simplement de façon à constituer une réserve, demeurèrent sur leur monde natal. Pour les autres, c'était un honneur que de s'en aller à la conquête d'un autre monde. Les clans Roche Noire, Gueule de Dragon, Orbite Sanglante, Lame Ardente, Loup de Givre et Lame Foudroyée suivirent Main Noire dans sa croisade meurtrière. Orques, pas seulement. Un vieil ennemi les accompagna dans cette campagne, les ogres. Depuis 4 siècles, les ogres avaient intégré certains clans. Ainsi, Mogor dirigeait le Crâne Ricanant, tandis que le sorcier Shogal avait intégré le prestigieux Conseil des Ombres au plus haut de la Horde. Les orques n'étaient pas fermés aux autres races, pourvu que celles-ci se montrent fortes, solides et loyales. Face à eux, le royaume humain d'Azeroth résista farouchement, et parvint même à arracher quelques victoires face aux cohortes sanguinaires. Mais les orques, infusés du sang de Manoroth, ne cessaient d'enfoncer les défenses humaines. Toutefois, si le breuvage démoniaque amplifiait la force et la férocité des orques, il n'améliorait guère leurs facultés cognitives. Alors que les légions orques tenaient le siège de Hurlevent, que la victoire était à portée de main, les défenseurs remportèrent une victoire cruciale. Par la mer, Anduin Lothar, champion de Hurlevent, prit à revers les assaillants et saigna les rangs de la Horde, contrainte au repli. Alors que Main Noire encaissait encore son échec face au mur de Hurlevent et que le Conseil des Ombres était en plein trouble, Orgrim, marteau du destin, guerrier du clan Roche Noire et rival de Main Noire, défia le chef de guerre et s'empara de sa place.
Là où Manoir n'était qu'une brute avide de sang, Orgrim était un meneur né, un stratège implacable que le sang du démon n'était pas parvenu à amoindrir. Il démit le Conseil des Ombres, et n'épargna Gul'dan qu'à la condition qu'il le serve loyalement. Le sorcier pouvait encore être utile. Puis il mena la horde sur Hurlevent. Cette fois, rien n'empêcha la chute de la cité. Le royaume s'écroula pour de bon, la horde de Marteau du Destin était victorieuse. Le royaume d'Azeroth n'était pas la seule nation humaine en ce monde lointain. Au nord, de puissants royaumes humains étaient restés jusqu'alors spectateurs. Orgrim n'était pas un idiot. Il savait que sitôt les réfugiés humains auraient débarqué, qu'il prendrait conscience de la menace. La guerre n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Orgrim ne se battait plus pour faire couler le sang à la volonté de la Légion, mais entendait s'emparer de ce monde pour sauver son peuple. Corrompu par les démons, Draenor se flétrissait. Azeroth, elle, était revêtue de vallées fertiles et de forêts giboyeuses. Mais avant d'offrir ce monde aux orques, il faudrait triompher des humains, des hauts elfes et des nains de Khazmodan. Orgrim allait surmonter ces épreuves avec brio. Tout d'abord, la horde déferla sur Khazmodan, et seules les cités de Gnomeragan et de Forgefer tinrent bon à la fureur de ses guerriers. Puisque les deux citadelles, creusées dans les profondeurs de la montagne, résistaient envers et contre tous ces assauts, Orgrim reprit sa marche vers le nord, laissant le clan Orbite Sanglante assiéger les récalcitrants. Les royaumes humains s'attendaient à une traversée par voie de terre, et le redoutable royaume de Stromgarde, réputé pour ses féroces guerriers, tenait fermement l'issue du viaduc de Tandol qui franchissait le détroit. Aussi, Orgrim opta pour une seconde solution. S'il ne pouvait passer par la terre, il passerait par la mer. Il fit ainsi alliance avec une race locale, les Gobelins du cartel Gentepression. Ceux-ci avaient remarqué à quelle vitesse le royaume de Hurlevent s'était effondré, et croyaient en la victoire prochaine de la Horde. Aussi, toujours soucieux de faire les meilleures affaires, ils entendaient s'arroger les bonnes volontés du vainqueur. Depuis une base sur le littoral des Palins, au nord de Khazmodan, il assembla une flotte et, après une traversée non dépourvue d'embûches, débarqua à Haute-Brande où il débuta son invasion du sous-continent de Lordaeron. Les 6 royaumes humains avaient bien plus d'ampleur que la seule nation de Hurlevent, mais Orgrim n'était pas en défaut de ruse. Il retourna le royaume d'Alterac en sa faveur, permettant la traversée des montagnes d'Alterac qui, autrement, aurait été fort périlleuse. Face aux puissants hauts elfes de Keltalas, il fit alliance avec les trolls des forêts, ennemis ancestraux de Lune d'Argent. Submergés de toutes parts, l'alliance des royaumes humains, nains et elfes était au bord du précipice. Orgrim était lui-même devant les murs de Lordaeron. Rien ne pouvait s'opposer à la victoire de la Horde. Rien, si ce n'est la trahison. Gul'dan n'était guère de ceux pour qui le mot loyauté faisait sens. Au moment le plus opportun, lui et ses fidèles tournèrent le dos à la Horde, et Marteau du Destin fut contraint à abandonner le siège de la cité de Lordaeron. La débandade qui s'ensuivit mena l'Alliance à la victoire. En dépit d'une dernière charge, la Horde s'effondra au pied du pic Roche-Noire. Orgrim partagea le sort des siens. Les survivants furent capturés par les vainqueurs et enfermés dans des camps où ils sombrèrent dans la mélancolie. Les ogres se dispersèrent dans tous les recoins d'Azeroth, abandonnant la Horde à son sort. Certains, même, menés par Shogal, franchirent l'océan et vinrent s'installer en Kalimdor. Les gobelins du cartel Gentepression avaient perdu leur pari. Ils abandonnèrent les orques à leur tour, et s'efforcèrent de se reconstruire une réputation auprès des vainqueurs. Les trolls, quant à eux, laissés à leur sort en Keltalas, subirent les foudres de l'Alliance et se retranchèrent dans Zulaman. La Horde n'était plus. Mais Marteau du Destin n'était pas encore mort. Il parvint à s'échapper et rencontra un jeune orc lui aussi évadé, Thrall. Le jeune loup de givre était de cette génération qui avait vu le jour en Azeroth. Ensemble, et avec l'aide d'un certain Grommash sur l'Enfer, chef du clan Chanteguerre récemment arrivé en Azeroth, ils posèrent les bases d'une nouvelle horde. La défaite de Marteau du Destin avait disloqué sa horde. Maim et Dalrend, les deux fils de Main Noire, avaient toujours méprisé celui qui avait usurpé la place de leur père. Leur allégeance au nouveau chef de guerre avait sauvé leur tête, mais à présent que ce dernier avait échoué, le temps était venu de venger leur paternel. À la tête de leur jeune clan, le Rictus de Noirdan, ils rassemblèrent les débris de la Horde dispersés autour du pic Roche-Noire, dont beaucoup étaient du clan éponyme. Peu nombreuse, progressivement corrompue par un sinistre dragon, cette faction isolée serait pour longtemps une épine dans les bottes des nations humaines et naines aux alentours, sans pour autant devenir une puissance à même de triompher des royaumes humains. En Draenor, la situation ne faisait que s'aggraver. Le monde se brisait, rongé par les énergies démoniaques. Ner'zhul, laissé sur place, tenta avec désespoir d'assembler une nouvelle horde avec des clans demeurés en retrait. Il escomptait ouvrir des portes vers le nouveau monde à conquérir pour sauver son peuple. Mais talonné par une expédition vengeresse de l'Alliance, il fut contraint à presser ses rituels. Les portes s'ouvrirent sur le néant distordu, la dimension des démons. Les énergies sombres qui se déchaînèrent en Draenor finirent de détruire ce qui restait de ce monde perdu. Thrall n'était pas un guerrier. Il n'avait pas la force de Main Noire ni le génie conquérant d'Orgrim. C'était un chaman. Un orque proche des éléments naturels, soucieux de préserver l'harmonie et la paix dans un monde qui souffrait du traumatisme de 2 guerres effroyables. Épaulé par Orgrim et Grommash, il libéra les siens par de rapides assauts.
Lorsqu'arrivaient les armées humaines, ces guerriers étaient déjà loin. Les villages étaient cachés dans les montagnes, mais c'était une vie de traque sans repos, où le danger d'être repéré était permanent. Orgrim finit d'ailleurs par périr, pris au piège par les troupes de l'Alliance. Alors, lorsqu'un prophète étrange lui parla d'un lointain rivage au-delà des mers, Thrall n'hésita pas un instant. Il mena sa horde sur les océans. En chemin, il s'échoua sur des îles peuplées de trolls, la tribu Sombrelance. Hélas, il n'y apportait pas le bon œil, bien au contraire. L'archipel était assailli de créatures monstrueuses venues des profondeurs de la mer, tandis que le volcan en surplomb tonnait de colère. Ils s'en repartirent les navires alourdis d'un nouvel allié, désormais privé de foyer. C'est ainsi qu'ils accostèrent les côtes du continent perdu de Kalimdor. Il y fit la découverte de vastes étendues vierges et sauvages. Les Tarides, les orques et les trolls de sa horde rencontrèrent les fiers taurennes, des nomades paisibles en guerre contre les belliqueux centaures. Puisqu'ils partageaient la même quête d'un foyer paisible, les taurennes se rallièrent à la horde de Thrall et ensemble, ils parvinrent à leur but. Mais par malheur, ce nouveau foyer qu'ils croyaient paisible ne demeura pas longtemps à l'écart de la guerre. Bientôt, ils virent accoster des légions d'humains armés et prêts à la bataille. Le conflit qu'ils avaient fui avait, lui aussi, franchi les océans. Toutefois, Thrall n'entendait pas nourrir le feu de la guerre. Il contint ses forces et évita la confrontation autant que possible. Ce n'était pas du goût de Grommash sur l'enfer. Celui-ci était encore empreint d'une soif de sang jamais étanchée. Il désobéit aux ordres de son chef et mena de sanglantes incursions parmi les expéditions humaines. Furieux, Thrall l'envoya loin du front, rassembler du bois dans les forêts plus au nord. Les humains n'étaient pas la seule menace à débarquer en Kalimdor. Pendant que Thrall avait fui le vieux continent, la Légion Ardente et ses sbires avaient consumé les royaumes de l'Est. Désormais, les démons s'apprêtaient à déferler en Kalimdor. Face à pareil danger, les vieilles querelles ne faisaient plus de sens. Thrall scella une alliance avec une certaine Jaina Porte-Vaillant, dirigeante de l'expédition humaine. Pour la première fois, orques et humains se battraient côte à côte face à un ennemi commun. Dans les forêts d'Orneval, Grommash ne manqua pas d'attiser la colère d'un nouvel adversaire. Ces bois étaient le domaine sacré des redoutables elfes de la nuit. Ces guerriers impitoyables saignèrent les rangs des orques au point que, lorsque le démon Manoroth vint à sa rencontre, Hurlenfer céda à ses paroles et but à nouveau le sang du démon. Les veines nourries par le breuvage démoniaque, lui et ses guerriers repoussèrent les gardiens de la forêt et triomphèrent de leur dieu sauvage, Cenarius. Mais ces orques n'étaient plus que des bêtes au service des desseins démoniaques. Thrall, aidé de sa nouvelle alliée humaine, parvint à vaincre son vieux compagnon et à le ramener à la raison. Ensemble, ils traquèrent le démon Manoroth et mirent enfin un terme à son existence. Le feu qui les rongeait s'estompa enfin. Les orques, libérés de la corruption démoniaque, pouvaient enfin prendre en main leur destinée. Face aux cohortes de la Légion Ardente qui menaçaient de submerger Kalimdor, la horde de Thrall, l'Alliance de Jaina et les Elfes de la Nuit s'unirent et mirent un terme à l'invasion lors de la bataille du Mont Ijal. Après des décennies de guerre et de haine, la paix pouvait enfin prospérer en Azeroth. Les orques fondèrent leur capitale en Durotar, un désert âpre mais encore sauvage, à l'est du continent. La terre y était difficile, mais Thrall y voyait une chance pour son peuple d'enfin toucher à la rédemption. Les trolls trouvèrent un abri dans une poignée d'îles plus au sud, tandis que les taurennes plantèrent leurs tentes parmi les prairies verdoyantes de Mulgore. 23 années après l'ouverture de la Porte des Ténèbres, la Horde pouvait enfin jouir d'un foyer. La paix ne devait cependant pas durer. Bien que Thrall, chef incontesté de la Horde, œuvrait de tout son possible pour maintenir la coexistence entre les races, tous n'étaient pas de cet avis. Le père de son allié, Jaina, l'amiral suprême de Kultiras Daelin Port-Vaillant, avait appris l'installation de sa fille en Kalimdor. Mais profondément traumatisé par les combats des premières guerres, il ne partageait en rien les idéaux de paix de sa fille. Il fit débarquer ses troupes sur les terres de la Horde, déterminé à exterminer jusqu'à la dernière de ces maudites créatures qui avaient valu la perte de ses deux fils. La Horde, solidement retranchée, forte de nouveaux alliés, mit un terme à cette menace d'outre-mer, non sans raviver de vieilles cicatrices. La frontière entre le domaine des orques et celui des elfes de la nuit n'avait pas été clairement tracée, et fut rapidement contestée. D'un côté, les orques du clan Chanteguerre s'étaient installés à la lisière et exploitaient le bois de la forêt sacrée pour la construction de la nouvelle capitale. De l'autre, les elfes n'étaient guère disposés à abandonner la moindre parcelle de leur territoire à ces étrangers qui avaient, en outre, assassiné leur divinité. Par son désir d'ouverture sur le monde, Thrall n'était pas fermé à l'expansion de la Horde. Non par la conquête, mais par la diplomatie cette fois. Et justement, de l'autre côté de la Grande Mer, un peuple honni de tous cherchait un allié en ce monde. Lordaeron, détruite quelques années plus tôt par une peste effroyable, était désormais peuplée de morts vivants. Parmi ceux-là, une faction avait pris le contrôle d'une grande partie de la région et se faisait appeler Réprouvés. Menés par une certaine Sylvanas Coursevent, la reine Banshee, ils inspiraient le dégoût et l'effroi à quiconque les rencontrait, ce qui ne les avait pas aidés à se tailler une place en ce monde. Thrall n'était pas différent des autres sur ce point. Ses cadavres animés par quelques morbides énergies le répugnaient au plus haut point. Mais le chaman sut déceler le chemin de rédemption qui les avait menés jusqu'à lui. Ces réprouvés n'étaient pas responsables de leurs conditions. Et s'ils étaient le fruit d'une ignominie, ils en étaient les premières victimes.
Au terme d'une longue réflexion, il accorda sa protection aux réprouvés. Plus loin encore, le royaume brisé de Keltalas qui, peu à peu, renaissait de ses cendres, se chercha des alliés. Au sud, le fléau mort-vivant, ancien serviteur de la Légion Ardente, ne cessait d'étendre sa corruption dans les sous-bois enchantés. À l'est, les trolls Amani entendaient profiter de la faiblesse des elfes pour prendre leur revanche, avec ou sans la Horde. Bien sûr, les hauts elfes, désormais elfes de sang, se tournèrent en premier lieu vers leurs anciens alliés humains. Mais ceux-ci entretenaient une attitude trouble envers le peuple de Lune d'Argent. Les négociations s'éternisaient, et pire, les nouveaux alliés elfes de la nuit infiltrèrent le royaume pour saboter plusieurs installations. A l'inverse, les réprouvés, en dépit de leur nature profondément méprisable, vinrent en aide aux soldats de Keltalas. Le seigneur régent Lortemar Theron, troublé, outrepassa ses préjugés et envoya des émissaires à Orgrimmar, qui furent reçus avec bien plus de respect que ceux envoyés plus tôt à Hurlevent. Ainsi soit-il, l'ennemi d'antan serait désormais le protecteur de Lune d'Argent, bien que ce fût particulièrement difficile à accepter pour nombre d'elfes encore traumatisés par les exactions de la Horde d'Orgrimm. Cette nouvelle union ne fit pas que troubler les elfes. Les anciens alliés Amani étaient furieux de ce retournement. Voici que la Horde protégeait ceux qui avaient souillé la terre de leurs ancêtres. Thrall devait faire un choix. L'âme attristé, il se rangea aux côtés de Keltalas et envoya ses troupes contre le troll, au mépris des pactes passés. Lorsque la porte des ténèbres se rouvrit, la perspective d'une nouvelle invasion de la Légion Ardente renforça les liens entre la Horde et l'Alliance. Les deux factions s'engouffrèrent en Draenor, où les orques découvrirent avec chagrin ce qu'il était advenu de leur monde natal. Un monde brisé, morcelé, dérivant dans le néant distordu, désormais entre les mains d'un certain Illidan. Voici bien longtemps que la horde de Ner'zhul avait été annihilée, mais il restait encore des orques sur ce monde rongé par la corruption. La grande horde était constituée d'orques défigurés par la corruption démoniaque. Abreuvés par le sang du démon Mactéridon, ils n'étaient plus que des bêtes de guerre dont le chef, Kargat Lampoint, maître du clan de la main brisée, était manipulé par le seigneur Illidan Hurlerage. Face à l'union de la Horde et de l'Alliance, ces monstrueuses créatures finirent à leur juste place, écrasées sans pitié. Unis, rien ne pouvait résister à la Horde et à l'Alliance. Illidan tomba sous leurs assauts, puis vint le tour du fléau mort-vivant. Il était clair que tant que la paix régnait entre les deux factions, Azeroth s'en allait vers des jours meilleurs. Mais cette paix ne tenait qu'à un fil. Thrall peinait de plus en plus à tenir ses lieutenants les plus belliqueux. L'Alliance n'était d'ailleurs pas en reste, et le nouveau roi humain, Varian Vryn, ne manquait pas une seule occasion de provoquer le courroux de ceux qui avaient, dans son enfance, mis son royaume à feu et à sang. Après les démons de la Légion Ardente et d'Illidan, après les morts-vivants du fléau, les races mortelles d'Azeroth se croyaient en droit de se reposer. Mais il leur restait un ultime ennemi à affronter, qui allait mettre leur belle union en péril. Surgi des profondeurs de la terre, le dragon corrompu, Eldemort, ébranla les fondations du monde. Il déchaîna les esprits élémentaires sur Azeroth. Une fois encore, le monde était au bord de la rupture. Mais pour un orc, un chaman qui plus est, cette menace élémentaire n'était pas une inconnue. Thrall était né en Azeroth, mais il connaissait l'histoire de son peuple. Il savait comment, 4 siècles plus tôt, les ogres avaient déchaîné la furie élémentaire en Draenor. Sa mission était claire. Il devait renouer le dialogue avec les divinités de la terre, du vent, du feu et de l'eau. Cette tâche qui lui incombait l'éloignerait durablement d'Orgrimmar. Il devait nommer un nouveau chef de guerre. Un orc charismatique, dont l'héritage saurait galvaniser son peuple dans ces moments difficiles. Il choisit son protégé, un certain Garrosh Hurlenfer, fils de Grommash Hurlenfer. Garrosh n'était pas un chaman, ça non. C'était un guerrier de la trempe de son père. D'ailleurs, lors des réparations de sa capitale ravagée par les flammes du cataclysme, il s'accorda quelques menues corrections. D'abord, il renforça les fortifications. Ensuite, il déplaça le trône du chef de guerre de la vallée de la sagesse à la vallée de la force, tout un symbole. Sans rejeter tout à fait les races alliées à la Horde, Hurlenfer plaça les orques à tous les postes de responsabilité. Les autres n'étaient là que pour servir la race des seigneurs. Manipulé sans difficulté par les sinistres sbires du marteau du crépuscule, il déterra la hache de guerre et chargea les positions de l'Alliance. Après 7 années de paix, les hostilités reprirent de toutes parts. Il assaillit les forêts d'Orneval, déchaîna ses forces contre les avant-postes elfiques des serres rocheuses, et ordonna à Sylvanas d'exterminer les dernières poches humaines en Lordaeron. Les terres de la Horde s'étendaient de toutes parts tandis que l'Alliance était contrainte au recul. Le port d'Ostrivage céda sous les assauts morts-vivants, puis vint le tour du royaume de Gilneas. Le conflit contre l'Alliance et contre Eldemort coûtait la vie à d'innombrables guerriers, mais qu'importait, pourvu qu'il tombe dans l'honneur, pourvu qu'il tombe pour la Horde. Quiconque s'opposait à lui en subirait les conséquences. Le premier à en payer le prix fut Cairn Sabot de Sang, chef des Tauren, fidèles alliés de la Horde. Le vieux sage périt sous la lame empoisonnée du chef de guerre. Il ne serait pas le dernier. Dans le cadre de ce conflit, le nouveau chef attira à lui un vieil allié, les Gobelins. Cette fois du cartel Baifon était en exil depuis que le cataclysme avait éveillé le volcan sous leur île. La Horde leur offrit un abri en échange duquel les Gobelins s'efforcèrent d'apporter leur technologie à l'effort de guerre.
Face à cette expansion, l'Alliance s'entoura elle aussi de nouveaux alliés. Tout d'abord, elle accueillit les réfugiés gilnéens. Elle intégra ensuite les clans nains des marteaux hardis, redoutables chevaucheurs de griffons, et des sinistres sombrefer, sorciers tout aussi talentueux que malfaisants. Garrosh, lui, renoua contact avec Zaela, chef du clan Gueule de Dragon, clan qui depuis l'effondrement de la Horde d'Orgrim poursuivait la guerre en Khazmodan. La guerre, justement, ralentit les opérations face à Eldemort, mais le Dragon Noir finit par tomber. Sa chute permit à Garrosh de concentrer ses efforts contre l'Alliance. Il mena ses troupes contre la cité de Terramort, foyer de Jaina et symbole d'une paix révolue entre les deux factions. La ville fut rasée sans pitié, mais cet acte de destruction ne suffisait pas à étancher la soif guerrière du chef de guerre. Le conflit mena la Horde et l'Alliance sur un continent lointain, dissimulé sous des écharpes de brume, la Pandarie. Celui-ci renfermait sous sa terre des trésors de puissance que Garrosh comptait bien s'arroger. Il ordonna à ses armées de mettre cette terre à feu et à sang. En son centre, au creux du sanctuaire le plus sacré de Pandarie, il déterra des artefacts maudits. Ils lui conférèrent une puissance sans précédent, mais finirent de corrompre son âme, déjà rongée par la haine. Au sein de la Horde, la colère grondait. Nombreux étaient ceux qui, encore fidèles à la doctrine de Thrall, ne se reconnaissaient plus en cette nouvelle horde. Menée par Vol'jin, chef des trolls de la tribu Sombrelance, une rébellion prit racine. Garrosh se montra sans pitié. Ses assassins traquèrent Vol'jin et celui-ci ne survécut que par miracle. Il se rallia aux forces de l'Alliance et dans un assaut commun mirent le siège devant Orgrimmar. En dépit de ses pouvoirs, isolé, Garrosh fut vaincu. Vol'jin prit la tête de la Horde. Il était le premier chef de guerre issu d'un autre peuple que celui des orques. Il ouvrit une ère de paix avec l'Alliance. Fidèle à Thrall, le troll mena une politique d'apaisement avec Hurlevent. Vaincu, Garrosh n'était pas mort. Grave erreur. Ivre de vengeance, il parvint à s'échapper et, avec l'aide d'un dragon de bronze, plongea dans le passé de son peuple. Il traversa les dimensions et trouva la Draenor d'antan, avant que la corruption ne la condamne. Sur ce monde, il rassembla les clans orques au sein d'une horde de fer qui devait déferler à nouveau en Azeroth. Il échoua dans sa quête, mais ouvrit la porte à une nouvelle invasion de la Légion Ardente. 11 ans après la bataille du Mont Ijal, l'Alliance et la Horde devaient de nouveau s'unir face à la déferlante de la Légion Ardente. La bataille fut terrible, et nombre de héros périrent au champ d'honneur. Parmi ceux-là figurait Vol'jin, le chef de guerre. Mortellement blessé, même la formidable régénération dont était capable la race des trolls ne put le sauver. Trompé par les esprits, il désigna Sylvanas Coursevent, maîtresse des réprouvés, pour lui succéder. Sylvanas était loin d'être une chef de guerre dévouée envers la Horde. Elle servait en secret des objectifs tout à fait personnels. Souveraine d'un peuple de morts vivants, incapable de se renouveler, elle était en quête d'un moyen de pérenniser la nation des réprouvés. Ce moyen, elle le trouva en un artefact divin, enseveli sous la surface des îles brisées. Toutefois, elle n'était pas la seule. Un vieil adversaire l'avait poursuivie. Gêne Gristet, roi de la nation de Gilnéas, membre de l'Alliance envahi par les réprouvés sous le règne de Garrosh, entendait venger son peuple de celle qui avait été le bourreau de son royaume. Qui sait lequel des deux débuta les hostilités, mais la bataille embrasa les rivalités entre la Horde et l'Alliance. Une paix de façade dura tant que la Légion menaçait le monde. Mais une fois les démons rejetés dans la ténèbre de l'au-delà, les hostilités éclatèrent de toutes parts. La guerre contre la Légion n'avait pas été sans laisser de profondes meurtrissures en Azeroth, et une substance infusée de puissance coulait à sa surface, l'azérite. Quiconque s'en rendait maître acquérait un pouvoir sans commune mesure face à l'adversaire. Le fracas des combats résonna partout en Azeroth. Dans cette guerre, la diplomatie de la Horde pouvait compter sur 4 nouveaux alliés. Tout d'abord, pour lutter contre l'Alliance, Orgrimmar avait besoin d'une flotte robuste. Grâce à l'entremise des trolls Sombrelance, Sylvanas put sceller une alliance avec la fière nation Zandalari. Ensuite, cette fois grâce aux elfes de sang, elle parvint à séduire les elfes Sacre-Nuit de Suramar. Les taurennes de Haut-Roc emboîtèrent le pas, soucieux de se rapprocher de leur frère de Kalimdor. Le dernier peuple à se joindre à la Horde fut plus surprenant. Les chétifs vulpérins, habitants des déserts, étaient en quête d'un protecteur face à leur adversaire Céphralis. Une fois encore, la Horde se montra prête à accepter quiconque, pourvu qu'il fasse preuve de courage et de loyauté. Afin d'assommer l'ennemi, la chef de guerre commit l'impensable. Elle déchaîna ses troupes sur les forêts sacrées des elfes de la nuit, et face à leur foyer, l'arbre-monde de Teldrassil, elle déchaîna le feu des enfers. L'arbre et ses habitants périrent dans les flammes. Le choc fut tel qu'il résonna aussi bien parmi les peuples de l'Alliance que ceux de la Horde. En réponse, Anduin Vryn, roi de Hurlevent, posa le siège devant la cité de Lordaeron, capitale des réprouvés. En supériorité numérique, l'Alliance submergea les forces de la Horde. Mais ils découvrirent à leurs dépens que même sa capitale était un pion sacrifiable s'il permettait d'emporter la victoire finale. Sylvanas laissa l'Alliance pénétrer sa cité. Et au moment le plus opportun, elle y déchaîna sa peste la plus mortelle. La ville était perdue, tant pour l'Alliance que pour la Horde. De trop nombreux soldats y avaient laissé leur peau.
La Horde était au fait de sa puissance. Forte de nouveaux alliés, ses ennemis saignaient à blanc, rien ne semblait pouvoir s'opposer à une victoire prochaine. Pourtant, la Horde commençait à reculer. À Orneval, les forces des Elfes de la Nuit s'étaient remises de leur stupeur et n'accordaient aucun répit aux forces de Sylvanas. L'Alliance avait repris pied dans les hautes terres Arati et disposait désormais de la formidable forteresse de Stromgarde. Les forces alliées eurent même l'audace de débarquer sur Zandalar, où ils détruisirent la précieuse flotte Zandalari et mirent un terme au règne séculaire de Rastakhan. En vérité, la Horde chancelait de l'intérieur. À l'instar de Garrosh avant elle, ces ignominies avaient attisé la colère d'une frange toujours plus nombreuse des peuples de la Horde. Sylvanas n'était pas avare en sang versé, et n'épargnait aucun de ses guerriers, traités comme des pions dans son jeu. Comme Garrosh, elle se montra impitoyable envers ceux qui décevaient ses attentes. Elle enferma Bain Sabot de Sang, jeune chef du peuple Tauren, fils de Cairn qui avait lui-même péri sous les coups de Garrosh. Aucun de ses efforts ne pouvait faire taire le courroux du nombre croissant de rebelles. Une nouvelle fois, l'Alliance se saisit de l'opportunité pour faire cause commune avec les révoltés. Ces derniers, menés par Varrock Sorcro, un vieux guerrier du clan Orc Roche Noire qui avait connu peu ou prou chacun des événements que nous avons comptés aujourd'hui, mit au défi la chef de guerre. Varrock trépassa avec honneur, mais Sylvanas ne put savourer sa victoire. Lors du combat, son masque s'était brisé, et chacun, jusqu'au dernier de ses loyalistes, avait pu contempler l'horreur abyssale de sa véritable nature. La victoire morale appartenait à la rébellion. Désormais seul, isolé au sein même de sa faction, Sylvanas choisit le chemin de l'exil. La disparition de Sylvanas laissa le trône de chef de guerre vacant. Les débats firent rage quant à savoir qui devait lui succéder. En vérité, beaucoup étaient profondément marqués par les règnes impitoyables de la reine Banshee et de Garrosh sur l'enfer. Tous deux avaient ramené la Horde à ses heures les plus sombres. Peut-être que le temps était venu de se passer de ce vieil héritage de la Horde démoniaque. Désormais, la Horde ne comptait plus sur une poignée de clans orques, mais sur de nombreuses races et peuples dispersés en tout Azeroth. Ainsi, plutôt qu'un souverain, la Horde se choisit un conseil pour la diriger et représenter chacun de ses partis. En voici donc les membres, dont chacun porte la parole de son peuple. Thrall, encore auréolé de son règne sage, parle pour les orques. Bain Sabot de Sang apporte la sagesse du peuple tauren. Rokan représente les trolls sombre-lance. Lilian Vos chuchote pour les intérêts des éprouvés. Lorthémartéron, lui, défend ceux des elfes de sang. Gazleux rassemble les gobelins et J, patte de feu, les pandaren joint à la horde. Talisra se fait l'écho des volontés de Suramar et, enfin, Gaiara, la plus belliciste de tous, intercède en la faveur des Magars. Plus en retrait, la chef tauren Maila Orok et le chef de caravane Vulpérin Kiro se sont eux aussi joints au conseil. L'Horde ne parle plus d'une voix. Tous les peuples se mélangent pour tisser un avenir commun à leur faction. Depuis, hasard ou non, la paix règne entre l'Alliance et la Horde, non sans que certaines tensions viennent troubler la concorde, il est vrai. Ce n'est pas moins de 11 hordes que nous avons passées en revue aujourd'hui. 11 hordes pour 10 chefs. Tous très différents. Si la Horde est une arme redoutable, prête à l'attaque, et capable de déchaîner la fureur sur ses ennemis, elle n'est rien de plus que cela. Or, une épée, aussi aiguisée, aussi enchantée soit-elle, n'est ni bonne ni mauvaise, ni honorable ni perfide. Sauf peut-être Deuil Givre, mais c'est un tout autre sujet. Ce qui importe, c'est qui la tient entre ses mains. Nelgar me fit de sa horde une arme au service des esprits élémentaires, alors que Main Noire la prêta au service des forces démoniaques. Ogrim Marteau du Destin se servit de cette arme pour conquérir un foyer pour son peuple. Thrall en usa dans le même but, si ce n'est qu'il renonça à l'idée de conquête. Garrosh voulait restaurer l'honneur bafoué de sa race, tandis que Vol'jin voulait réparer la paix que son prédécesseur avait fracturée. Sylvanas, elle, s'en servit comme une flèche dans son carquois, au seul service de ses intérêts iniques. Reste à savoir ce que le Conseil fera de sa horde. Si la Horde a longtemps été incarnée par la volonté d'un chef incontestable, ces peuples n'hésitèrent jamais à tirer les armes lorsque ce chef se montra indigne de ses fonctions. 2 chefs de guerre furent ainsi renversés. Car la Horde, c'est aussi des peuples jaloux de leur liberté. Des peuples qui ont mis en commun leur destinée pour un avenir meilleur. Les orques, les trolls et les tauren se cherchaient un foyer. Les réprouvés, les elfes de sang et les sacres nuits, meurtris par les histoires tragiques, étaient en quête d'une union protectrice. Méprisés par leurs voisins, les gobelins et les vulpérins avaient grand besoin de féroces défenseurs. Tous trouvèrent leur compte dans la Horde. 9 ans se sont écoulés, et la paix règne entre la Horde et l'Alliance. Lentement, les 2 factions se diluent, unies face aux menaces pesant sur leur monde. Nul ne sait quelle destinée attend la Horde, mais il n'est aucun doute que ces valeurs de bravoure, d'honneur et de loyauté envers les déshérités de ce monde demeureront vivaces pour les générations à venir. Désormais, les fils et les filles de la Horde peuvent brandir leur bannière de sang avec fierté, car ils savent leur cause juste.